Bienvenue dans le deuxième épisode de Yes Chicken, le podcast d'Iforchi Neoma BS Reims. Aujourd'hui, nous accueillons Yael Yermia et Sarah Frick. Bonjour et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, on va présenter nos invités. Yael, vous êtes consultante en communication et scénariste et vous faites partie du projet Naître en rose. Sarah, vous êtes enquêtrice, négociatrice et chroniqueuse pour plusieurs radios et engagée pour les femmes SDF. Est-ce que vous pouvez présenter votre métier en 2 mots ? Bonjour, merci de cette invitation. Alors, j'ai fait toute ma carrière dans la communication. J'ai travaillé dans l'associatif, en entreprise et en agence, mais c'est vrai que j'ai aussi travaillé en association sur le projet Naître en rose. Et en 2017, j'ai fait une reconversion pro dans le cinéma. J'avais créé un blog en 2014. Et je l'ai poursuivi du coup, et puis j'ai fait aussi des concours de scénario, mais je vous en parlerai plus en détail après. Voilà. Merci. Sarah, je vous laisse la parole. Déjà, bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour cet accueil. Personnellement, ça fait 13 ans que je suis dans les médias. Je suis une ancienne enquêtrice, négociatrice pour Monsieur Julien Courbet sur RTL. Voilà, donc mon rôle c'était de régler les litiges de personnes en difficulté, des rapatriements de familles en danger ou des reconstructions de maisons, par exemple pour des familles où il y a une personne qui est atteinte d'un handicap. Voilà. À côté de ça, donc, je suis dans différents médias, donc TPMP Femmes, France Maghreb. J'étais aussi à M6 dans la construction d'émissions. Voilà, et depuis 13 ans, j'ai créé mon collectif Réchauffons nos SDF, donc je suis assez fière, avec lequel, en fait, on stabilise les personnes sans abri, du moins, on essaye humblement. Et je me suis spécialisée dans la femme SDF. Voilà, avec tout ce que ça comporte, mise à l'abri, relooking, recherche de travail, tout ça, quoi. Super, merci beaucoup à vous deux, c'est très intéressant. Pour introduire ce podcast, on va commencer par un quiz sur le sujet, donc de l'audiovisuel. Est-ce que vous pourriez deviner le pourcentage de femmes qui apparaissent dans les gros titres de la presse écrite et le pourcentage de tribunes qui sont signées par des femmes ? Je vous laisse deviner un pourcentage pour chaque. Moi, je dirais 20% femmes, 80 hommes. Ouais, pour les gros titres. Moi, c'était 15, donc on n'est pas loin. On se rejoint. Alors, la réponse, dans la presse écrite, il y a 17% de femmes à la une des titres de presse. Et il y a 26% des tribunes qui sont signées par les femmes seulement. Donc 17% et 26%, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est dramatique. Est-ce que vous pensez que c'est plus difficile de se faire une place en tant que femme dans l'audiovisuel ? Et est-ce que vous avez rencontré du sexisme dans votre parcours ? Si oui, sous quelle forme ? Pour répondre à votre question, j'ai rencontré du sexisme tout au long de ma carrière, que ce soit en entreprise ou en agence, beaucoup moins dans le secteur associatif, peut-être parce qu'on était moins nombreux, peut-être parce qu'il y avait plus de femmes, enfin, en tout cas de l'expérience que j'ai eue, beaucoup moins dans l'associatif. En revanche, en entreprise, oui, et en agence également, en agence de publicité. J'ai assisté à des festivals et à des colloques, dont un colloque assez récent et en même temps un festival de tout ce qui était émissions et films télévisés en septembre. Et là, il y a eu des assises sur l'égalité femmes-hommes dans l'audiovisuel. Et j'ai assisté à des témoignages d'actrices, notamment des actrices de théâtre et des actrices de cinéma. Il y avait Christina Reali qui était là, qui témoignait et qui disait qu'elle avait expérimenté ça tout le long de sa carrière. Il y avait également d'autres actrices qui disaient que c'était effarant, que toutes les pots de fin de tournage, voilà, les stagiaires qui étaient là, et ben, il y avait toujours une forme de harcèlement sexuel qui venait. Sur les plateaux de tournage, c'était pareil. Et en fait, elle dénonçait ça, mais elle ne donnait pas de nom de metteur en scène en particulier, mais elle disait que c'était tout le temps, en fait. Voilà. Donc c'est quelque chose qui existe, en fait, mais qui existe partout, et qui est quelque chose, je dirais,
voilà, le management en France, en entreprise, est quelque chose de très encore patriarcal, hein, très masculin. Et les femmes ont quand même du mal à faire leur place. Et en plus de ça, parfois les femmes qui sont à des postes haut placés sont aussi, elles, très dures envers les femmes qui veulent aussi faire leur propre place. Et ça, c'est dommage. Bah, c'est d'autant plus inquiétant que c'est quand même des agissements qui ont été assez dénoncés les dernières années, aussi dans le cinéma. C'est inquiétant que ça puisse perdurer de façon aussi ouverte, si on peut dire. Sarah, vous répondriez quoi à la même question? Moi, je suis entièrement d'accord avec notre amie. C'est un triste constat. Et ce qui est intéressant aussi dans ce qu'elle a dit, puis après je vais témoigner aussi pour ma personne, c'est qu'en fait, quand les femmes témoignent et dénoncent, elles sont considérées comme des personnes à problème. Et quand il y a des femmes bien placées dans la société, mais en aucun cas elles vont les soutenir, bien au contraire. En fait, elles vont en rajouter en faisant passer la personne pour la source même du problème. Donc on va essayer de taire l'affaire, licencier vite la personne ou la faire bifurquer, puis éventuellement l'oublier. Alors pour ma part, j'ai fait donc différents médias, mais sans même parler de ces médias-là, j'ai des consoeurs, j'ai des confrères. Enfin, le milieu est pas si grand que ça, que ce soit l'audiovisuel, le cinéma ou même le monde de la beauté, puisque tout ça est très lié finalement. Ouais, donc clairement, il y a pas mal de... bah, ce problème n'est pas résolu, n'est pas prêt d'être résolu. Et cela malgré l'arrivée de Balance ton port, MeToo et toutes les féministes qui ont monté des mouvements finalement, hein. Euh, bah, c'est pas prêt de s'arrêter parce que justement, ça peut être sous couvert d'humour et on va vous faire passer pour celle qui n'a pas d'humour, qui est coincée. Vous êtes stagiaire et puis on vous laisse entendre que pour évoluer, bon, bah, il faut peut-être venir sous le bureau, ça peut être sympa. Et là, c'est ultra violent parce qu'on ne vous juge pas sur vos qualités intellectuelles, mais plutôt sur le physique. Est-ce que vous pouvez soi-disant, je dis bien soi-disant, dégager? Et lorsque vous montrez que vous avez du caractère, moi ça m'est arrivé, et pas qu'une fois, croyez-moi, hein. Et puis alors, j'aime bien hein, sortir, mais je prépare mes petites phrases et je les sors. Le problème, c'est que ça vous retombe dessus, on va pas se mentir, il faut pouvoir l'assumer derrière. C'est pour ça qu'il faut vraiment développer une sorte de carapace, un fort caractère, c'est pas évident. Mais je rebondis sur ce que vous disiez, c'est vrai que c'est encore plus violent de ne pas avoir le soutien des autres femmes parce qu'on pourrait s'attendre à une solidarité ou à une sorte de sororité qui pourrait nous faire avancer, mais qui en fait est loin d'être vraiment utile dans les faits, enfin qui... Bon, voilà. Mais il y a une grosse hypocrisie, si je puis me permettre, parce que souvent, c'est ces mêmes médias qui vont lancer des campagnes publicitaires pour défendre la femme et les valeurs. Mais ils font pas le ménage en interne, hein. C'est vrai qu'il y a une tendance. Est-ce que vous pensez que certains sujets sont plus souvent ou facilement accordés aux hommes ou aux femmes à la radio ou dans le cinéma? C'est-à-dire qu'il y a des sujets réservés aux hommes, comme par exemple la finance, et des sujets qui sont plutôt réservés aux femmes, par exemple la maternité, la santé, l'éducation. Je vous laisse vous exprimer sur le sujet. À mon avis, bon, il y a encore ce phénomène d'éducation, effectivement, il y a des sujets comme la santé, etc., où on va peut-être, par des préjugés qui existent encore et qui sont bien présents, voilà, faire parler plus facilement une femme. Mais à mon sens, le problème, c'est pas forcément celui-là. Le problème, c'est qu'elle parle au moins même sur ces sujets-là, je dirais. Parce que parfois, même sur ces sujets-là, c'est quand même des hommes. Donc, ça, voilà, pour moi, c'est vraiment le problème, il est vraiment plus dans l'émergence de la parole que dans la sectorisation, je dirais. Moi, pour ma part, effectivement, j'ai constaté au fil des années que l'antenne, micro, télé, était essentiellement donnée aux hommes, hein, c'est clair. Au fur et à mesure, justement, de l'apparition de ces mouvements féministes, il y a quand même eu une évolution, mais elle a été sacrément timide. Puis est arrivé le moment où il fallait bien, à un moment donné, changer les choses. Ils n'ont pas changé parce qu'ils trouvaient ça normal, ils l'ont changé pour entrer dans les dits quotas.
Comment votre parcours professionnel a fait évoluer votre rapport au féminisme, si il a fait évoluer votre rapport au féminisme? Eh bien, je dirais que j'étais féministe très jeune, puisque j'avais, voilà, pour des raisons familiales, on va dire, j'étais assez combative et assez rebelle. Mais dès que j'ai commencé à travailler, j'étais déjà féministe et je voyais déjà un petit peu comment ça se passait. Mais en fait, ça a été, je dirais pas de pire en pire, parce que c'est pas le mot, mais je suis devenue de plus en plus féministe au fur et à mesure de mon expérience professionnelle. C'est-à-dire que j'aurais pu me dire, ben non, en fait, tout va bien, etc. Mais en fait, non. Le parcours que j'ai eu, j'ai commencé à travailler, j'avais 23 ans et j'en ai 50. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a aussi les femmes à partir de 45 ans, ben, pour trouver du travail et faire carrière, c'est aussi un autre sujet. Mais en fait, voilà, je suis devenue de plus en plus féministe, en fait. Que l'on le voit dans le milieu professionnel ou dans le monde qui nous entoure, en fait, bon, je suis féministe et voilà, ça reste intact, hein. Il y a toujours des combats à mener. Là, l'avortement a été légalisé en Argentine, mais voilà, il y a une régression en Pologne, donc voilà. Et même en France, d'ailleurs, pendant le premier confinement, le droit à l'avortement a été un petit peu mis en péril par la surcharge dans les hôpitaux. Voilà, la question s'est posée, est-ce qu'il fallait allonger le délai pour avorter parce que les hôpitaux étaient surchargés, ça a été rejeté. Ouais. Vous avez ressenti la même tendance, Sarah? Oui, j'ai ressenti la même tendance. C'est-à-dire que, pareil, j'ai été éduquée par des femmes fortes. Voilà, des femmes qui m'ont montré l'exemple, tout simplement. Sauf que je ne savais même pas que j'étais féministe. Moi, j'étais juste moi. Et c'est au fur et à mesure du temps, en fait, que je me suis confrontée, en fait, à la question. C'est fou, mais en fait, je savais que j'étais une féministe humaniste et surtout une lanceuse d'alerte dans l'âme. Et puis, au fur et à mesure, à force de rencontrer ces scandales. Et en fait, toutes ces questions sont arrivées. Une femme ne doit pas être trop sexy. Mais comment? Une femme ne doit pas être voilée. Mais comment? Mais non, c'est pas possible, en fait. Et justement, c'est face à ces petites questions-là que les choses se sont réveillées en moi en me disant, mais les hommes sont encore en train de venir nous dire si on doit avoir un voile sur la tête ou si on doit pas faire ça nu. Non, mais ça, c'est pas possible. Mais c'est vrai que plus on se renseigne en fait sur la place des femmes dans la société et même en France, hein, plus on découvre l'étendue des inégalités et plus en fait on a envie de se battre contre ces inégalités. Mais oui, un exemple, et après je vous laisse tranquille. Excusez-moi, mais les féminicides, on en parle? On en parle du nombre de féminicides? Mais Alors, allez-y. on parle même pas des femmes SDF qui meurent dans nos parkings, parce que croyez-moi que je la connais, moi, la réalité. On parle juste des femmes comme vous et moi, dites civiles. Et même elles, on les protège pas. Oui, bah tout à fait. Mais d'ailleurs, souvent les féminicides ne sont même pas qualifiés de féminicides dans beaucoup de journaux. C'est déjà le premier problème. C'est que le problème de la qualification des actes, en fait, souvent, il y a des petits détournements qui font qu'on ne se rend pas compte de la réalité de la situation, alors que si les vrais termes étaient utilisés, déjà, on comprendrait mieux. Merci à toutes les deux, en tout cas, pour vos réponses. On va passer à la deuxième partie, donc qui concerne les questions individuelles, comme je vous disais. On va commencer par Yael, si ça vous dérange pas. Vous travaillez dans la communication. Est-ce que pour vous, ce domaine est plus touché par le sexisme que d'autres domaines dans lesquels vous avez travaillé, donc par exemple le cinéma ou l'humanitaire? On peut penser par exemple au compte Instagram Balance ton Agency qui parle justement du sexisme dans la communication. Et c'est visiblement un milieu qui est connu pour être touché par le sexisme plus que d'autres peut-être. Je vous laisse la parole. Alors, en fait, la communication était un secteur qui était occupé principalement par des femmes. Donc, si sexisme il y avait, il venait en fait du management, je dirais, au-dessus du coup. Après, si vous parlez juste de la communication en termes d'agence par rapport au cinéma ou à l'audiovisuel dans son ensemble, pour moi, c'est exactement la même chose qu'ailleurs. D'accord.
Deuxième question pour vous, toujours. D'après votre expérience en Afrique, est-ce qu'il y a des différences notables dans la place et la considération des femmes entre l'Afrique et la France? Alors, pour moi, l'Afrique, c'est un continent, donc je vais parler surtout du pays que je connais, parce que je ne vais pas parler pour toute l'Afrique. J'ai grandi au Gabon, mais j'y ai pas travaillé. Par contre, j'ai travaillé à Brazzaville. Et là, j'étais la seule européenne, en fait. J'étais consultante au Mucodec, donc c'était mutuelle de crédit congolais, donc c'était dans le microcrédit. Et en fait, j'ai pas ressenti de sexisme du tout là où je travaillais. Les femmes et les hommes travaillaient et se respectaient. Par contre, c'est vrai qu'il y avait des blagues, voilà, des blagues tendance plutôt sexuelle, mais c'était pas agressif et c'était pas. Voilà, je dirais que c'était pas. Si ça me gênait, je le disais, et voilà. Donc, j'ai pas ressenti ça. En revanche, ce que j'ai ressenti plus, c'était entre expatriés qu'il y avait ce sexisme-là, entre les femmes d'expat qui étaient censées ne pas travailler, ou si elles travaillaient, dont le travail était moins important forcément que celui de l'homme. Mais en revanche, d'après les amis que j'avais, moi, au Congo, amis congolaises et congolais, en fait, elles travaillaient. Lorsqu'elles travaillaient, les femmes congolaises, en tout cas à Brazzaville, elles faisaient leur vie comme les hommes. Par contre, l'accès à la santé, etc., tout ça, oui. Pour les femmes, c'est assez catastrophique. Ouais. Ouais, là, là, je dirais que pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas forcément elles qui ont l'argent, etc. Donc, lorsqu'elles ne travaillent pas, elles sont énormes. La dépendance voilà, est accrue comme en France avant les femmes lorsqu'elles n'avaient pas de compte en banque, etc. Et qu'elles dépendaient essentiellement de leur mari. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur ces femmes-là. Oui, en tout cas, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Je ne pense pas qu'il y ait une seule vérité ou un seul point de vue. C'est intéressant d'avoir votre expérience, ce qui ne veut pas dire que c'est, c'est global. Voilà. En 2017, vous avez participé à l'organisation de Naître en Rose, qui est un projet qui vise à accompagner les femmes à travers la naissance. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Oui, alors absolument. Alors c'était via une association. Je venais de partir de chez Bolloré et je ne savais pas trop ce que j'allais faire, si j'allais me lancer en tant que consultante, etc. Et en fait, j'ai rencontré une association. J'ai trouvé une association qui s'appelait CoJob et qui existe toujours d'ailleurs, et qui est une association qui aide les gens à retrouver un travail ou à trouver au moins une voie dans laquelle ils veulent travailler ou faire une transition professionnelle, par exemple. Et l'après-midi, on devait participer à un projet. Et le projet que j'avais choisi, on était 3 ou 4 à travailler dessus, c'était Naître en Rose, qui était fondé par Linda Takou, qui est en fait camerounaise et qui a créé ce projet en Tunisie avec une personne dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais donc c'était pour... En fait, ce qui est surtout mis en avant, c'est la formation des sages-femmes, tout ce qui est pédagogique pour les sages-femmes, pour aider les patientes à accoucher sans paniquer en fait, hein, pour préparer l'accouchement et pour que tout soit bien au niveau psychologique, pas seulement du domaine de la santé pure, mais psychologique, que les femmes ne paniquent pas à l'accouchement, du coup que ça génère moins de mortalité. Le but était de développer le projet non seulement en Tunisie, mais au Cameroun également. Voilà, pour les femmes, pareil, pour aider les femmes à accoucher en fait, en étant rassurées. Donc voilà, c'était vraiment de la communication pure. Et il y avait vraiment tous les volets, donc relations presse, institutionnelles et puis vidéo. Et voilà, c'était très intéressant. Et puis voilà, moi, évidemment, j'ai choisi parce que ce projet-là, il y avait plusieurs projets qu'on pouvait choisir parce que voilà,
c'était quelque chose qui me parlait. Je trouve que c'est très important pour une femme d'être rassurée pendant sa grossesse. Et c'est vrai que c'est quelque chose, on parle beaucoup, beaucoup de l'enfant, mais c'est vrai que l'accouchement en soi, la préparation à l'accouchement, c'est vrai qu'en France, il y a quand même pas mal de communication là-dessus, mais pas forcément voilà, dans les pays en développement. Voilà, quand il y a déjà le médical, c'est déjà bien. C'est vrai. Donc on se préoccupe pas forcément du côté psychologique. C'est vrai, et c'est aussi quelque chose qui est important parce que c'est un sujet qui peut ou qui est tabou aussi. Et c'est pour ça qu'on n'a pas toujours accès à toutes les informations auxquelles on devrait avoir accès, justement parce que c'est un sujet qui peut être un petit peu tabou. En tout cas, merci pour vos réponses à ces questions, c'était très intéressant. On va passer aux questions personnalisées pour Sarah. Alors, première question, vous avez travaillé pour plusieurs employeurs différents, travaillé à la radio et à la télé. Est-ce que vous avez remarqué ou expérimenté des différences de considération des femmes en fonction des employeurs? Non, 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 c'est pareil partout. Donc, j'avais bien compris la question. Non, non, c'est pareil partout. Comment vous dire? Non, non, c'est pareil partout. C'est sous sujet d'humour. Certains noms, ils sont un peu plus virulents. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas différencier la personne parce qu'elle est d'un sexe opposé ou elle a une orientation ou qu'elle soit sexuelle, religieuse. On s'en fout, en fait. C'est le citoyen. Par contre, moi, ce qui me dérange et les histoires que j'ai pu entendre, parce que j'étais dans la commission égalité des chances hommes-femmes quand même, hein, j'étais une élue, il faut le savoir. Donc, on ne pouvait pas non plus tenter quoi que ce soit avec moi. Mais dans certains médias, j'entendais des histoires, mais innommables. Mais d'ailleurs, c'est aussi le problème de l'humour, c'est-à-dire que se cacher derrière l'humour, bah, ça ne fait pas, ça ne rend pas les choses acceptables. L'humour sexiste, ça reste du sexisme, mais ça ne devrait pas être considéré comme de l'humour. On peut pas toujours rire aux blagues sexistes pour faire plaisir à la personne en face. Non, mais c'est que c'est agressif en plus. Et si ils l'expriment avec soi-disant de l'humour, c'est parce qu'ils ont conscience eux-mêmes que ce qu'ils font est intolérable, inacceptable. Donc déjà, c'est un aveu de faiblesse. Parce que quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, qui ne vous aime pas, vous le dira clairement. Moi, je préfère que quelqu'un me le dise directement. Je crois que j'ai assez d'épaules pour ça. Et on peut s'entendre même si on n'est pas d'accord. Je veux dire, c'est quand même le principe même du vivre ensemble. Mais le plus révoltant, en fait, c'est quand vous êtes dans une structure où rien n'est fait. Voilà, tout à l'heure, vous le disiez très justement, hein, c'est qu'en fait, Yael le disait, c'est qu'à partir du moment en fait où vous n'avez pas le soutien au niveau hiérarchique et que vous êtes considéré comme la patate chaude, en fait, vous avez deux options, hein. C'est soit vous tombez en dépression, soit vous rigolez des blagues des autres, en fait. Et voilà, donc non, moi je vois pas vraiment de différence entre la télé, la radio. Par contre, à partir du moment où on le prend pas avec humour et on le signale, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il faut voir aussi le côté positif de l'évolution humaine, malgré tout, n'est-ce pas? C'est qu'en fait, quand même, les choses évoluent. Aujourd'hui, réellement. C'est pour ça que je pense que c'est bien que nous, femmes, on se serre les coudes, qu'on n'ait plus peur, et que, en fait, c'est la force des femmes qui va changer la donne. Moi, je pense aux suffragettes quand elles ont osé, à une époque où les femmes étaient des objets juridiques, rappelons, il faut se le rappeler quand même, et que ces femmes ont pris tous les risques pour justement faire changer la donne et nous permettre d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand je vois que face au féminicide, face au harcèlement, cyberharcèlement, face à ce que nous étions en train d'évoquer, en fait, demain, c'est simple. Moi, mon souhait, c'est que si demain, une jeune femme de confession juive, de couleur black, je sais pas, se fait agresser, ben, on doit toutes faire barrage. Et ça, c'est beau. C'est un exemple. Demain, on a une femme, moi dans mes missions, quand une femme est menacée par un homme, on va sur le terrain et on la sort de là. Voilà, ça c'était pour répondre à votre question. Oui, merci. C'est vrai que c'est des choses qui devraient être normales et qui ne le sont pas. C'est vrai qu'il y a un problème d'inaction. Voilà. Euh, Vous avez créé une association Réchauffons nos SDF ainsi qu'une pétition pour permettre aux femmes SDF d'avoir accès à un logement.
C'est un projet pour lequel vous êtes très impliqué et je vous laisse en parler. Oui, effectivement, et on est en train d'y arriver petit à petit. C'est-à-dire que Ah, c'est une bonne nouvelle. c'est dur, Bravo. hein, croyez-moi, mais bon, à force de se faire entendre, hein. En fait, j'ai créé mon collectif il y a 13 ans et c'était destiné à tous les SDF. D'ailleurs, au passage, ça l'est toujours, bien évidemment. On pense à ces messieurs quand même. Euh, voilà. Mais ces messieurs, à un moment donné, surtout un qui nous a quittés, on a réalisé son rêve. Il est devenu quand même gardien d'immeuble. Il n'est pas mort dans la rue, je tiens à le dire, parce qu'il était très content de ça. Et la veille de sa mort, je suis allée lui dire au revoir aux soins palliatifs. C'était très dur. Et je lui ai fait une promesse. Voilà, il m'a dit en tant que femme, tu te dois quand même de voir qu'il y a des femmes dans la rue. Franchement, je les voyais pas, on va pas se mentir. Et dès qu'il me l'a signalé, j'ai commencé à les voir. Et je me suis rendu compte que déjà que nous, on nous entend pas. Alors elles, carrément, on les entend pas, mais on les voit pas. Ce sont les invisibles. Et j'ai découvert un monde ignoble. Mais ignoble. J'ai mon associé du cœur qui a été violé en 15 fois, 102 fois. Qui a 2 garçons nés de la rue. J'ai des témoignages d'accoucheuses de rue. Des femmes qui vont accoucher, par exemple des migrantes, parce que certaines migrantes ne savent pas qu'à l'hôpital, elles n'auront pas de problème. Elles ont tellement peur de la conjoncture actuelle qu'elles vont accoucher dans la rue. D'ailleurs, bientôt, je vais faire un sujet sur ça. Des femmes qui, à force d'avoir été violentées et violées, parce que le viol est quotidien pour une femme SDF, c'est le b.a.-ba, comme nous à l'acheter du pain, ces femmes de perdre la tête. C'est que des centres ont ouvert, malgré tout, pour les femmes par les femmes. Donc ces femmes rentrent dans ces centres. Pour d'autres, on arrive à les stabiliser dans des appartements. Donc c'est une étude quand même de chaque profil. Mais alors il y en a où on ne pourra jamais rien faire. Voilà. Ça, c'est grâce aux signataires parce qu'ils sont quand même, j'ai 404 600 personnes maintenant. Enfin, c'est hallucinant. C'est trop bien. Comme quoi, bah, ne sont plus invisibles. Sur votre Ouais. pétition. Et je suis contente. Et bah d'ailleurs, Merci. on incite tous ceux qui écouteront ce podcast à signer cette Cœur. pétition. On essayera de mettre le lien Oh, dans la description. merci. Mais parce que c'est grâce à chacune d'entre vous, et je dirais même chacun, parce qu'on a beaucoup d'hommes maintenant, faut pas croire qu'ils s'y mettent. Ça fait plaisir. Et en fait, ces invisibles ne sont plus invisibles. Mais ça, c'est grâce à vous, parce que moi, je suis que le relais, hein, je suis personne d'autre. Les stabilisations s'enchaînent, que ce soit dans des centres, que ce soit dans des appartements. Et quand on peut pas, ben, je dénonce de toute façon sur Twitter et je raconte un peu l'histoire en mettant en cause de façon positive quand même la mairie et le gouvernement en disant ben, écoutez, maintenant vous ne pouvez pas ignorer. C'est vrai. Mais on est ravis en tout cas que ça avance dans le bon sens, même si c'est lent, trop lent. On est ravis que ça avance quand même un peu. Euh, oui, vous aviez quelque chose à Ben, il y a rajouter? juste un problème dans tout ça, c'est que ça avance, Il y a juste un problème, on l'écoute. mais avec la pandémie, on a un grand nombre maintenant de femmes seules avec enfants dans la rue. Et ça, moi, je l'avais jamais vu des familles. Mais le nombre de femmes qui fuient les violences conjugales, mais c'est innommable. Bah, c'est vrai qu'en plus avec le confinement, on a vu que les violences conjugales ont augmenté et le nombre de féminicides aussi, hein, Ah, pas du qu'un peu, coup. ouais. Mais Mm. c'est vraiment horrible, quoi. C'est vrai que déjà le fléau des violences conjugales, plus ces femmes qui se retrouvent dans la rue, c'est un peu un combo assez terrible. En tout cas, merci de partager votre projet avec nous. C'est un projet qui est énorme et heureusement que vous êtes là. Merci à vous. Merci pour ce que vous faites. Euh, pour conclure ce podcast, je vais vous poser la question des néomiens, donc des élèves de notre école. C'est une question un petit peu qui concerne le futur. Comment voyez-vous les choses évoluer dans votre secteur au regard de la situation actuelle? C'est-à-dire, par exemple, après MeToo, on en a déjà un peu parlé, en ce qui concerne le cinéma après les Césars 2020, qui ont été un petit peu, enfin un scandale, hein, un gros scandale. Voilà, comment est-ce que vous voyez l'avenir dans votre secteur? Je vous laisse la parole. Je pense qu'il y a des avancées, mais voilà, faut rester vigilante, que l'éducation, c'est la base, qu'il ne faut pas l'oublier, et que voilà, dès le plus jeune âge, il faut aussi éduquer les petits garçons
Et pas seulement les petites filles, et c'est voilà, tout part de là. Et que il y a aussi enfin, je vois mes filles et je vois la différence entre elles et moi au même âge, c'est-à-dire qu'elles sont féministes puissance 1000 par rapport, par rapport à ce que j'étais moi, et elles me trouvent pas féministe en fait. Donc, juste pour situer. Et ça, voilà, je trouve que ça, c'est super que les filles aujourd'hui je pense, enfin j'espère en tout cas, qu'elles se laissent de moins en moins faire. Et voilà, donc j'essaie d'être plutôt positive là-dessus. Mais cela dit, je pense qu'il faut voilà, être vigilante constamment, ne rien lâcher surtout, et rien laisser passer. Voilà. Et je pense que comme ça, on peut peut-être y arriver. C'est surtout, en fait, rien accepter. C'est-à-dire que c'est comme avec un peu un enfant qui déborde. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut dire stop. Parce que si on ne dit pas stop, eh ben, voilà, ça ne s'arrête pas. Et là, il faut dire stop. En fait, il faut dire stop tout de suite. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose qui déborde, il faut dire stop tout de suite. Parce qu'après, en fait, c'est un peu la dégringolade. Et sinon, si je peux ajouter juste quelque chose par rapport à ce que j'ai fait, voilà. J'ai écrit un roman qui m'a pris beaucoup de temps et qui a été publié au mois de novembre. Donc, je veux juste citer le titre. Donc, il s'appelle Nous, Anna, nous, et il est publié aux éditions de Beauvilliers. Voilà, je l'ai écrit en même temps que j'ai élevé mes filles, voilà, en maman célibataire. Et j'ai créé un podcast sur le cinéma israélien qui s'appelle Falafel Cinéma. Voilà, qui est disponible sur les plateformes et il y a déjà 3 épisodes en ligne, voilà. Pour ma part, encore une fois, je suis d'accord avec Yael, hein. Franchement, j'ai espoir en notre jeunesse. Je m'explique. Nous, on est limite pas féministes par exemple, vous prenez mes sœurs, mais c'est mais mes sœurs, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont puissance 100 000 et elles ont une force, elles ont une assurance que moi, j'ai développée avec le temps. Voilà, et j'entends que Yael, c'est exactement la même chose, donc j'en suis mais heureuse. Mes amis, la chef des Femmes, Sophia, qui est une amie à moi, sa fille, je vous raconte même pas le niveau, Julie Dénès, pareil, enfin, on a un certain groupe de lanceuses d'alerte, et on se rend compte que la relève, elle est là, elle a pas peur, comme disait Yael, faut savoir dire stop, et elles l'ont pas appris, elles sont nées avec. Elles sont nées avec tout ça, elles sont nées avec le MeToo, elles sont nées avec le balance tempore. Donc elles trouvent totalement scandaleux, en fait, tout ce que nous, on a pu accepter. Je dis nous, moi j'ai rien accepté, mais on se comprend. La mentalité dit générale. Mais elles ont relevé un autre phénomène qui va se développer. C'est qu'on dit effectivement, et Yael et moi on dit la même chose, c'est il faut élever les garçons. Pas que les filles, mais les garçons. Mais il y a une jeune fille qui a dit à sa mère une réflexion très intéressante. Elle dit, mais maman, c'est pas que les petits garçons qu'il faut éduquer, mais les papas aussi. Pourquoi? Non mais, j'y aurais jamais pensé, hein. Elle expliquait que la jeune fille donc a 18 ans et s'est fait siffler et draguer par un homme de 30 ans. Franchement, Donc, j'ai déjà aussi remarqué, les hommes qui sont parfois les plus irrespectueux sont des hommes qui ont l'âge d'être, par exemple, nos parents. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas mais longtemps, je me oui, promenais en plein confinement, bon, mais c'était mon heure de sortie, et je me suis faite, c'était pas, je me suis pas faite klaxonner, mais c'est un homme qui s'est penché et qui m'a fait un pouce en l'air comme ça, et qui avait une cinquantaine d'années. J'étais profondément choquée mon et Dieu. pourtant c'est vraiment quelque chose de super banal hein, qui arrive tous les jours et à toutes les femmes. Mais c'est vrai que c'est un vrai phénomène Oui, et c'est horrible. bah, ça montre qu'il y a différentes générations qui vont devoir être éduquées, mais là où voilà, moi je vois quelque chose de très positif, c'est vraiment la Mhm. jeunesse grandit avec ça, et il n'y a plus la place pour les faux problèmes, les faux débats, et l'acceptation des situations innommables. Et dans chaque corps de métier, bah, ces jeunes sont en train de rentrer dans les corps de métier. Alors croyez-moi, ça va changer la donne. Merci beaucoup, je suis vraiment ravie qu'il y ait quand même une conclusion positive à cette discussion. Merci à nos invités d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et à nos auditeurs. Rendez-vous pour le prochain podcast Yes Chicken. À bientôt dans Yes Chicken, le podcast d'Ivorchi Neoma BS Reims.